Bienvenue sur Frontières en alerte et préparez-vous à plonger au cœur d'une enquête qui a secoué les fondations de plusieurs États. Une alerte majeure. Une vidéo impliquant un agent de police lors d'une fusillade cette semaine au Minnesota révèle l'ampleur de la menace à laquelle l'officier était confronté. Tout a commencé par un incident controversé à Minneapolis lors d'une opération d'application des lois sur l'immigration. Un agent de lycée a ouvert le feu après une confrontation impliquant un véhicule, entraînant la mort d'une femme de 37 ans. Le sénateur J.D. Vance a réagi à cette nouvelle vidéo sur X, déclarant « Beaucoup d'entre vous ont été informés que cet agent des forces de l'ordre n'avait pas été frappé par une voiture, n'avait pas été harcelé et qu'il avait assassiné une femme innocente. La réalité est que sa vie était en danger et il a tiré en légitime défense. Les autorités fédérales ont affirmé que l'agent avait agi en légitime défense, tandis que l'incident a immédiatement déclenché un examen public minutieux et des manifestations. Cette situation soulève une question cruciale. Pourquoi cette ville, désignée comme ville sanctuaire, relâche-t-elle délibérément des individus dangereux dans la population? Des cas mentionnés précédemment, impliquant des crimes sexuels sur enfants, des sodomies et des viols d'enfants, illustrent ce problème, car ces délinquants sont ensuite relâchés dans la communauté, obligeant les autorités à les rechercher. Ce coup de feu unique n'a pas mis fin à l'opération. Il a déclenché une enquête fédérale bien plus vaste, qui allait révéler un vaste réseau criminel, des raids multi-États et une corruption atteignant le gouvernement municipal. Laissez-moi vous montrer. 3h12 du matin, sud de Minneapolis, alors que la ville dormait, des véhicules fédéraux banalisés ont éteint leurs phares et se sont positionnés autour d'un hôtel de 14 étages près de l'autoroute. En quelques secondes, les sorties ont été bouclées. Les ascenseurs ont été immobilisés entre les étages. Les cages d'escalier ont été prises d'assaut par des équipes armées se déplaçant rapidement et discrètement. Les portes ont été forcées sans avertissement. Des lampes de poche ont déchiré l'obscurité des couloirs tandis que les agents hurlaient des ordres. Les occupants ont été contraints au sol, mains visibles, les chambres fouillées une par une. L'opération a progressé étage par étage, ne laissant aucune zone d'ombre. En moins de 45 minutes, l'ICE, le DHS et la DEA ont interpellé 236 personnes en situation irrégulière, dont près de 180 ressortissants somaliens. Les bagages ont été éventrés, les fausses identités ont été démasquées. Les agents ont récupéré 127 faux passeports, des piles de téléphones prépayés et des enveloppes d'argent liquide cachées dans des faux plafonds. Puis l'opération a pris une tournure plus sombre. Les équipes de fouilles ont découvert 39 armes à feu, incluant des pistolets chargés et des fusils d'assaut. Dans des locaux techniques et des valises verrouillées, ils ont saisi de la cocaïne et du fentanyl conditionnés pour la distribution, non pour un usage personnel. Le montant total des saisies d'argent a dépassé les 4 millions de dollars. Ce qui avait commencé comme une simple opération d'immigration a dégénéré en quelques minutes. Les armes, la drogue et l'argent ont révélé que l'hôtel était un centre de distribution armé, et non un refuge. À cet instant, les agents ont réalisé que la ville faisait face à une menace criminelle majeure, et non à un simple cas d'immigration. Au lever du jour, le raid de l'hôtel commençait déjà à livrer ses secrets. Les téléphones saisis dans les chambres ne cessaient de vibrer. Appels manqués, messages chiffrés, planning de livraison interrompu en pleine phrase. Les analystes de la DEA ont travaillé toute la nuit, recoupant des numéros, des lieux et des noms extraits de téléphones jetables et de faux documents de voyage. Ce qui semblait initialement être une activité de trafic dispersée a commencé à s'organiser en une structure unique. Au centre de cette structure, 2 noms ne correspondaient pas au profil de la criminalité de rue. Khalif Nurelm, 45 ans, un juge d'origine somalienne au casier judiciaire impeccable, et Odan Elanur, 42 ans, une avocate agréée exerçant le droit de l'immigration et le droit pénal à Minneapolis. Sur le papier, ils étaient des piliers de la communauté. En réalité, les enquêteurs pensaient qu'ils en étaient les architectes. Selon les preuves récupérées à l'hôtel et dans des lieux de stockage liés, le couple avait passé près d'une décennie à construire un réseau clandestin. Des migrants somaliens étaient introduits clandestinement aux États-Unis, dotés de fausses identités, puis intégrés au réseau comme chauffeurs, gardiens de planque et coursiers. La loyauté était imposée par la dette, les menaces et la pression familiale exercées depuis l'étranger. Leur position leur offrait une protection. L'accès aux tribunaux retardait les mandats. Les procédures judiciaires entravaient les enquêtes. Les pots de vin circulaient discrètement. Des agents des douanes, des policiers locaux et même de hauts responsables des forces de l'ordre étaient soupçonnés d'être compromis. La drogue affluait du Mexique et de la Colombie vers le nord, puis se propageait depuis Minneapolis à travers les États. Le FBI a lié ce réseau à au moins 24 décès liés à des gangs à Minneapolis, des incidents violents auparavant traités comme des crimes isolés avant que l'organisation ne soit démasquée. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que la corruption s'étendait au-delà des forces de l'ordre.
Des documents judiciaires ont révélé des liens directs avec le maire de Minneapolis, d'origine somalienne, qui aurait fourni une couverture politique, retardé les interventions et en aurait bénéficié financièrement. Son plaidoyer de culpabilité confirmera plus tard que la protection du réseau atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement municipal. Alors que le tableau s'éclaircissait, les équipes de surveillance ont détecté des mouvements. 8:20 et 1 du matin, aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul. Khalif et Hodan sont arrivés séparément avec un minimum de bagages. Des passeports nouvellement délivrés, des billets internationaux allaient simples, aucune déclaration publique, aucun avocat présent. Pour les agents fédéraux, c'était indubitable. Ils fuyaient. Les unités de l'ICE et du FBI ont bouclé le terminal par section, suivant le couple grâce aux caméras et à la reconnaissance faciale. À Whitvinsept, avant même le début de l'embarquement, les agents ont convergé. L'arrestation a duré 22 secondes. Aucune résistance, aucun discours, juste le claquement des menottes au milieu du hall de départ. Avec leur détention, le réseau a perdu son bouclier. En quelques heures, les procureurs ont approuvé des mandats élargis. Les pistes financières ont été débloquées. Des noms enfouis depuis des années sont apparus simultanément. Ce qui avait commencé comme une opération d'immigration s'était désormais entièrement transformé en une conspiration nationale de stupéfiants. Et Minneapolis n'était que le point de départ. 4:00 du matin, 6 États, une seule heure. Au même instant, des mandats fédéraux ont été activés à travers le Minnesota, le Wisconsin, l'Illinois, l'Iowa, le Missouri et le Michigan. Plus de 1200 agents fédéraux se sont déployés. Des centres de commandement du FBI coordonnaient les flux en temps réel, tandis que les équipes de l'IC, de la DEA et du DHS opéraient comme une force unique. Les routes ont été bouclées, les réseaux électriques surveillés. L'opération s'est déroulée avec une précision militaire. La première effraction a eu lieu dans le nord du Minnesota. Une porte renforcée a été soufflée vers l'intérieur. Des guetteurs armés ont tenté de se disperser, mais des grenades assourdissantes ont explosé, anéantissant toute résistance en quelques secondes. Des tirs ont suivi, des échanges courts et violents dans des couloirs étroits. 2 suspects ont été abattus alors qu'ils résistaient à l'arrestation. Un agent fédéral a reçu une balle à l'épaule et a été évacué discrètement pendant que l'équipe avançait. 4:18 du matin, banlieue de Milwaukee. Un garage automobile reconverti est devenu un champ de bataille. Un suspect a ouvert le feu depuis une plateforme surélevée. Les agents ont riposté, neutralisant la menace. À l'intérieur, des palettes de drogue étaient empilées à hauteur d'épaule. Des briques de cocaïne estampillées et scellées, du fentanyl emballé sous vide par kilogramme, prêtes pour un transport immédiat. 4:37 du matin, sud de Chicago, des entrées simultanées ont eu lieu dans un complexe d'appartements sur 3 étages. Des suspects ont fui par les cages d'escalier et les toits. L'un a tiré aveuglément à travers une cloison sèche, un autre a tenté de jeter une arme par un balcon. Les agents les ont maîtrisés, ont sécurisé le bâtiment et ont commencé des fouilles méthodiques. Des fusils, des pistolets et de l'argent liquide ont été extraits des murs, des conduits de ventilation et des compartiments de plancher. Au lever du soleil, l'ampleur était indubitable. Sur 73 sites de raid, les équipes fédérales ont rencontré des barricades, des alarmes d'alerte précoces et des armes préparées pour un usage immédiat. 4 fusillades distinctes ont éclaté au cours des 36 premières heures. 9 hommes de main du cartel ont été tués en résistant à l'arrestation. 2 agents fédéraux ont été blessés, mais ont survécu. Les arrestations se sont multipliées rapidement. À la fin du premier jour, 412 suspects avaient été placés en détention, dont plus de 260 agents directs du cartel. Des dizaines d'autres ont été détenus pour des accusations d'armes, de trafic et de conspiration. À la fin du deuxième jour, le total des arrestations dépassait 640 individus, dont beaucoup étaient directement liés au transport de drogue interétatique, à l'application armée et aux cellules de blanchiment d'argent. Les saisies ont été à la hauteur de la violence. Des convois sont partis chargés de tonnes de cocaïne, de fentanyl et de méthamphétamine. Des coffres-forts ont été ouverts, révélant des dizaines de millions de dollars en espèces. Des armureries ont été découvertes, des centaines de chargeurs d'armes à feu scotchés ensemble, des munitions empilées par caisse. Des équipes de criminalistique numérique ont cloné des serveurs sur place, figeant les registres de transactions en cours de mise à jour. Ce qui a rendu les combats plus dangereux était la proximité. Certaines cibles se trouvaient à quelques minutes d'écoles et de quartiers résidentiels. Des drogues étaient stockées à côté des lits d'enfants. Des armes étaient cachées derrière de faux panneaux dans des maisons familiales. Chaque effraction comportait le risque d'embuscade ou de victimes civiles. Dès le deuxième jour, le commandement fédéral l'a confirmé. Ce n'était pas une opération locale. C'était un réseau de cartels interétatiques endurci, préparé à la violence et profondément ancré au cœur de l'Amérique. Ce n'était pas un simple coup de filet, c'était une guerre.
Alors que la fumée se dissipait après le coup de filet dans les 6 États, les enquêteurs ont commencé à reconstituer ce que le réseau avait accompli avant que quiconque ne le remarque. La chronologie était plus longue et plus sombre que prévu. Des dossiers financiers, des registres chiffrés et des témoignages ont montré que l'opération était active depuis près de 10 ans. Ce qui avait commencé comme une contrebande à petite échelle a évolué en un pipeline industriel. Les drogues, remontées du Mexique et de la Colombie, traversaient la frontière, cachées dans des cargaisons commerciales, puis se propageaient depuis Minneapolis comme le sang dans les artères. Le volume a stupéfié même les agents vétérans. Les analystes ont estimé de manière conservatrice que des centaines de tonnes de stupéfiants étaient entrées aux États-Unis par ce réseau. De la cocaïne pour la vitesse et le profit, de la méthamphétamine pour le contrôle, du fentanyl pour la dévastation. Chaque cargaison était décomposée, redistribuée et acheminée vers les villes et les zones rurales du Midwest. Le coût humain était mesurable. Les données des urgences ont montré que les décès par surdose dans les principaux comtés du Minnesota avaient quadruplé au cours de la dernière décennie. Dans certains quartiers, les décès liés au fentanyl ont augmenté de plus de 300% en seulement 3 ans. La criminalité violente a suivi la drogue, les homicides ont grimpé, les vols à main armée sont devenus monnaie courante. Les conflits de territoire ont dégénéré en fusillades en voiture et en exécutions dans les parkings et les cages d'escalier d'immeubles. Chaque pic correspondait à l'expansion du réseau. Des témoins ont décrit comment les migrants introduits illégalement étaient forcés d'assumer des rôles presque immédiatement. Certains conduisaient des cargaisons, d'autres gardaient des planques, beaucoup étaient piégés par des dettes fabriquées, menacés de dénonciation ou avertis que des membres de leur famille restés au pays souffriraient s'ils refusaient. Partir n'était pas une option. La coopération était imposée par la peur. Les drogues ne sont pas restées dans les cercles criminels. Le fentanyl s'est retrouvé dans des pilules contrefaites vendues aux adolescents. La cocaïne a alimenté la violence des gangs et les stratagèmes de blanchiment d'argent. La méthamphétamine maintenait les consommateurs éveillés pendant des jours, vidant des quartiers entiers. Les travailleurs sociaux ont décrit des quartiers où la dépendance se propageait plus vite que toute réponse de santé publique ne pouvait suivre. Derrière tout cela, il y avait de la discipline. Les itinéraires étaient modifiés toutes les quelques semaines. Les véhicules étaient abandonnés et remplacés. Les communications changeaient constamment. Lorsque la pression des forces de l'ordre augmentait dans une zone, les expéditions étaient réacheminées du jour au lendemain. Le réseau s'adaptait plus vite que les agences locales ne pouvaient le suivre, jusqu'à ce que le raid de l'hôtel ne fissure le système. Alors que les équipes fédérales cartographiaient les dégâts, un schéma est devenu impossible à ignorer. La violence n'était pas aléatoire. Les overdoses n'étaient pas accidentelles. C'étaient les conséquences prévisibles d'une machine conçue pour maximiser les profits, quelles que soient les pertes humaines. Lors des briefings internes, un chiffre circulait discrètement. Des dizaines de milliers de vies impactées directement ou indirectement par les drogues acheminées par cette seule organisation. Pendant des années, le réseau a opéré au vu et au su de tous, caché derrière des titres légaux, à un statut communautaire et des angles morts institutionnels. Des juges signaient des ordonnances. Des avocats déposaient des requêtes. Des patrouilles de police détournaient le regard. Pendant ce temps, des quartiers entiers en payaient le prix. Au moment où l'ampleur a été pleinement comprise, il n'y avait plus de débat, ce n'était pas seulement une entreprise criminelle. C'était une attaque de longue date contre la sécurité publique et le décompte ne faisait que commencer. Une fois les arrestations stabilisées, l'enquête s'est tournée vers l'intérieur. Ce que les agents craignaient discrètement pendant les raids était désormais indéniable. Le réseau n'avait pas survécu pendant près d'une décennie par le seul secret. Il avait survécu parce que des parties du système censé l'arrêter avaient été compromises. Les interrogatoires des agents de niveau intermédiaire ont commencé à concorder. Des noms se sont répétés. Des paiements correspondaient à des relevés bancaires. Des journaux téléphoniques reliaient des officiers à des véhicules qui n'auraient jamais dû passer l'inspection. La corruption n'était pas théorique. Elle était documentée, datée et signée. Au cours des 72 heures suivantes, les unités des affaires internes ont agi en parallèle avec les procureurs fédéraux. Des assignations ont été émises en silence. Des casiers ont été fouillés, des coffres-forts à domicile ouverts et la liste s'est allongée d'heure en heure. À la fin de la semaine, 12 policiers locaux avaient été arrêtés. Certains avaient accepté de l'argent pour ignorer des infractions routières. D'autres avaient fourni des informations préalables sur les raids. Un officier a admis avoir escorté des véhicules qu'il savait transporter des stupéfiants, dégageant des intersections sous le couvert d'une patrouille de routine. Puis est apparu le nom que personne ne s'attendait à voir sur papier, un chef de police en fonction. Les enquêteurs ont allégué qu'il avait accepté des paiements réguliers pour détourner des effectifs des corridors clés et pour étouffer les plaintes internes. Des courriels récupérés sur des serveurs archivés ont montré une interférence délibérée dans les enquêtes, des plaintes étiquetées comme des erreurs administratives et des preuves discrètement enterrées. La trahison a été profonde, la confiance du public s'est effondrée presque du jour au lendemain. Des officiers qui avaient passé des années sur le terrain se sont retrouvés interrogés par leur propre communauté.
Les manifestations ont repris, non seulement contre l'application de la loi, mais contre la prise de conscience que des criminels portaient des insignes. La corruption ne s'est pas arrêtée aux forces de l'ordre. Des audits financiers ont révélé des fonctionnaires municipaux qui avaient approuvé des contrats suspects liés à des sociétés écrans. Des consultants en immigration canalisaient des clients directement vers le réseau. Des greffiers de tribunal modifiaient les dates de dépôt. Chaque petite faveur, chaque raccourci discret ajoutait une brique supplémentaire à la protection du cartel. Lors des briefings à huis clos, les procureurs ont utilisé un mot à plusieurs reprises, écosystème. Il ne s'agissait pas d'un seul mauvais acteur ou d'une poignée de pots de vin. C'était un environnement où la corruption pouvait survivre inaperçue, normalisée par la routine et justifiée comme du pragmatisme. Le réseau payait pour le silence, et le silence est devenu une habitude. Les conséquences ont été immédiates. Des départements entiers ont été placés sous surveillance fédérale. Des affaires en cours ont été rouvertes. Les condamnations liées à des officiers compromis ont été signalées pour révision. Des carrières se sont terminées menottées. Des réputations bâties sur des décennies se sont effondrées en quelques jours. Pour les agents qui avaient combattu sous les tirs quelques jours plus tôt, cette phase de l'opération avait un poids différent. Il était plus facile d'affronter des trafiquants armés que d'accepter à quel point les dégâts s'étaient propagés. Mais la révélation a servi un but. En démantelant le bouclier interne, les enquêteurs ont veillé à ce que le réseau ne puisse pas se régénérer. Les routes sont restées fermées. Les remplaçants n'ont pas pu se déplacer. Sans protection, les expéditions ont stagné et les alliances se sont fracturées. L'illusion d'immunité avait disparu. Ce qui restait, c'était la responsabilité lente, méthodique et implacable, et pour la première fois depuis des années, le système a commencé à se nettoyer de l'intérieur. Dans les semaines qui ont suivi, Minneapolis a commencé à changer. Le bruit s'est d'abord estompé. Les sirènes sont devenues moins fréquentes. Les hélicoptères ont disparu du ciel nocturne. Les coins de rue autrefois revendiqués par les trafiquants sont devenus silencieux, non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que l'approvisionnement avait été coupé. Les analystes fédéraux ont confirmé ce que les résidents locaux ressentaient déjà. Le flux de drogue avait été interrompu à sa source. En 30 jours, les admissions pour surdose dans les principaux hôpitaux du Minnesota ont chuté de près de 40%. Les saisies de drogue au niveau de la rue ont diminué, non pas parce que l'application de la loi avait ralenti, mais parce que les réseaux de distribution s'étaient effondrés. Les trafiquants qui opéraient autrefois ouvertement ont disparu ou se sont retournés les uns contre les autres. Sans protection, sans produit, survie est devenue incertaine. Les répercussions légales ont été implacables. Les procureurs fédéraux ont déposé des centaines d'actes d'accusation directement liés au réseau. Les accusations allaient du trafic de stupéfiants et des violations d'armes au racket, à la traite d'êtres humains, au blanchiment d'argent et à la corruption. Plusieurs affaires ont été immédiatement désignées comme des poursuites prioritaires en matière de sécurité nationale, accélérées devant les tribunaux fédéraux. Pour Khalif Nurelm et Hodan Elanur, la chute a été totale. Leurs avoirs ont été gelés en quelques heures. Les propriétés saisies, les comptes vidés et inventoriés. Les salles d'audience où Khalif avait autrefois présidé sont devenues des lieux où son nom n'était prononcé qu'en référence à la conspiration et à l'abus de pouvoir. Les titres juridiques de Hodan ont été suspendus en attendant sa radiation du barreau. Son héritage professionnel a été effacé presque du jour au lendemain, mais les dégâts s'étendaient bien au-delà de 2 noms. Des familles se sont manifestées, des parents qui avaient perdu des enfants à cause d'overdose, des résidents qui avaient fui des quartiers rongés par la violence, des migrants qui ont décrit avoir été piégés dans un système qu'ils n'avaient jamais compris avant qu'il ne soit trop tard. Leurs récits ont rempli des retranscriptions, des affidavits et des témoignages à huis clos qui ont brossé un tableau de dommages à long terme impossible à ignorer. Les fonctionnaires fédéraux ont reconnu l'ampleur ouvertement. Cette opération, ont-ils déclaré, n'était pas une victoire. C'était un avertissement. Une démonstration de la rapidité avec laquelle le crime organisé pouvait s'enraciner au sein des institutions légales lorsque la surveillance échouait et que la complaisance s'installait. Le cartel ne s'était pas appuyé uniquement sur la force brute. Il s'était appuyé sur la confiance, les apparences et le silence. Ce silence a été brisé. De nouvelles mesures de surveillance ont été annoncées, des groupes de travail conjoints ont été élargis. Les protocoles de partage de données ont été renforcés. Pour la première fois depuis des années, les agences fédérales et locales ont opéré sans obstruction interne. Les failles qui avaient autrefois permis au réseau de prospérer ont été scellées une par une. Pourtant, personne n'a affirmé que la ville était guérie. Trop de vies avaient déjà été perdues. Trop de quartiers avaient été vidés par la dépendance et la peur. Les cicatrices ne s'estomperaient pas rapidement. Et certaines ne s'estomperaient jamais. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Le mythe de l'intouchabilité avait disparu. La conviction que le pouvoir, le statut ou les connexions pouvaient protéger les empires criminels de la responsabilité s'était effondrée sous le poids des preuves et de l'application de la loi. Ce qui avait commencé par un seul coup de feu avait démantelé une conspiration vieille de 10 ans et forcé un ajustement qui ne pouvait plus être retardé.
Pour Minneapolis et pour les États pris dans l'ombre du réseau, le message était clair. Le danger avait été réel, le coup avait été stupéfiant, et lorsque la ligne a finalement été franchie, la réponse a été absolue. Lorsque les derniers mandats ont été exécutés et que les derniers camions de preuve ont quitté Minneapolis, quelque chose d'inhabituel s'est installé sur la ville. Non pas un soulagement ni une célébration, mais un silence, celui qui impose une prise de conscience. Pendant des années, le danger avait progressé discrètement à travers les tribunaux, les quartiers et les autoroutes, cachés derrière des titres, des paperasses et des décisions routinières que personne n'avait songé à remettre en question. Ce que l'enquête a révélé n'était pas simplement un réseau criminel, mais à quel point un système entier était sur le point de s'effondrer sans que personne ne s'en aperçoive. Cette opération a prouvé une dure vérité. Les institutions ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'érodent, un avertissement ignoré, un dossier retardé, une décision compromise à la fois. Le réseau ne s'est pas appuyé uniquement sur la violence ou le secret. Il s'est appuyé sur le confort, sur la conviction que les personnes en autorité pouvaient être dignes de confiance sans examen minutieux. Cette conviction est devenue son arme la plus puissante. La leçon est inconfortable mais nécessaire. La corruption s'annonce rarement. Elle se part de familiarité. Elle se cache dans le langage juridique, les réputations professionnelles et les réunions à huis clos justifiées comme des procédures. Lorsque la surveillance s'affaiblit, le pouvoir cesse de servir le public et commence à se protéger. Au moment où les dégâts deviennent visibles, les communautés en paient déjà le prix, en dépendance, en violence et en vie perdue sans faire les gros titres. Cette affaire a également brisé un mythe dangereux, celui que la criminalité n'existe qu'en marge de la société. Ici, elle siégeait derrière des bureaux, signait des documents et rendait des jugements. Les acteurs les plus destructeurs n'étaient pas ceux qui tiraient sur la gâchette, mais ceux qui ouvraient des portes, retardaient les conséquences et faisaient taire les questions. Les forces de l'ordre peuvent affronter les menaces armées. Ce qui a failli vaincre ce système, c'est la trahison de l'intérieur. Pourtant, il y a une autre vérité dans ce qui a suivi. Une fois le bouclier interne retiré, le réseau s'est effondré rapidement. Les racines ont échoué. Les paiements ont cessé, la protection a disparu, la responsabilité, lorsqu'elle est appliquée sans exception, a fonctionné exactement comme prévu, la surveillance a redonné de l'élan, la transparence est devenue un moyen de dissuasion. Le système n'a pas guéri du jour au lendemain, mais il a recommencé à se défendre. L'avertissement nous appartient désormais à tous. La justice ne peut être sous-traitée à des titres ou des uniformes. Elle dépend de la vigilance, du refus d'accepter le silence comme normal et du courage de remettre en question l'autorité lorsque les faits ne concordent plus. Lorsque les citoyens se désengagent, la corruption gagne de l'espace pour respirer. Lorsque l'examen minutieux s'estompe, le pouvoir criminel devient confortable. Cette histoire ne se termine pas par des arrestations.